Et qu'est-ce qu'il te prend? Qu'est-ce que j'ai fait? Fous-moi de camp. T'es fou? Oh, t'es sous, quoi? Mais qu'est-ce que t'as dans le crâne? T'as pas compris qu'elle est morte à cause de toi? Que c'est toi qui l'as tuée? T'as foutu toute ma vie en l'air et maintenant tout ce que t'as dans le crâne, c'est de m'emmener baiser. Je vais encore mieux me branler. Allez, tire-toi, je peux plus. Je peux plus voir ta tête. Je peux plus. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horaire d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, je passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Oh nom de Dieu, de bordel de merde. Oh, tu m'en tailles. Je m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, troll, oh, ton cul. C'est mon génie. Écoutez. On n'entend rien. Mais justement, la musique. La musique s'est arrêtée. Martial? Martial? Ça va? Vous n'avez besoin de rien? Bonjour et bienvenue, vous écoutez la seconde partie de notre programme spécial consacré à Claude Sautet, c'est donc le cinéma est mort, l'émission de nécrophile de Canal B. Toujours en direct de la brasserie de la paix, qui est la République, avec à Meudon. Le docteur Moreau, bien évidemment. Je rappelle que vous pouvez écouter la première partie, évidemment, sur le site de Canal B. On s'était arrêté sur Max et les Ferrailleurs, un film de 1971, et il nous reste encore beaucoup de choses à dire sur le monsieur. On avait beaucoup envie de parler, évidemment, de tous les films des années 70. On pourra pas parler de tous ces films. On va s'arrêter sur un montage pour justement revenir sur tous les problématiques qu'il raconte, notamment les problèmes politiques, les problèmes de groupe, les problèmes de paternité, de tout ça, de génération. Avant même de démarrer du coup et de parler de justement tous ces films, César et Rosalie, César et Rosalie, Vincent, François-Paul et les autres, Mado, Une histoire simple, Un mauvais fils, tout ça, jusqu'à La rupture, Garçon et Quelques jours avec moi. On va s'écouter un montage justement où on va écouter Michel Piccoli, Jean-Pierre Dionnet parler justement de cette problématique de Claude Sautet, sociologue, justement, avec des extraits de Vincent, François-Paul et les autres dedans. Et on se retrouve juste après pour écouter le docteur Moreau parler de juste, tout on n'a ça. pas encore la réponse, mais on ne sait pas à quel point Jean-Pierre Dionnet était investi dans les rééditions des films de Sautet et surtout les remontages des films de Sautet, dont on parlera plus tard. Mais Jean-Pierre Dionnet, qui est toujours reconnu comme le spécialiste du film bis et bizarre et compagnie, en tout cas le grand promoteur de cette cinéphilie-là, et aussi un incontestable fan de Sautet, qui lui aurait peut-être permis en tout cas de retoucher à ses films quand il était à Canal+. Et c'est pour ça qu'on l'entend dans ce montage, puisqu'il présente sur plusieurs films sortis dans la collection de Studio Canal, il présente plusieurs films avec Michel Bouju, qui avait donc écrit un livre d'entretien avec Claude Sautet. On écoute ce petit montage et on se retrouve juste après. Les films musées, les films cultes, les films d'auteur, les films commerciaux, les films pour grand public, les films pour petit public. Ça fait beaucoup de catégories. Sautet, en tout cas, il a fait des films pour tous les publics, on s'aperçoit. Il a fait des films pour le grand public, quelques films pour petit public, comme Mado, par exemple, et peut-être des films, je dirais, historiques. Enfin, historiques, pas dans le sens historique Fritz Lang, ou hystérique, oui.
Hystérique, Fritz Lang et Sautet, c'est pas mal. Ouais, ouais. Mais historique, un moment qui sera complètement nécessaire, utile, indispensable, je crois, pour les enseignants de l'histoire. C'est-à-dire que de 69 à 80... il y a 10 ans, à 80... Ah non, jusqu'à 96, son dernier. 96, oui. Eh bien, Donc, si on montre ces films, on comprendra beaucoup de choses de la vie profonde et politique du pays dans lequel ça a été tourné. Mais ça, j'invente rien. Ce sont pas seulement les professeurs de classes spécifiques, cinéphiliques dans les universités. Il y a beaucoup de professeurs qui demandent à montrer des films à leurs élèves pour essayer de comprendre ce qui s'est passé mais ça risque entre 69 et 96. Oui. Mais ça risque peut-être d'introduire un nouveau malentendu, dire Sautet sociologue. Oui, mais alors que c'est beaucoup plus... Il y a des termes qui lui conviennent mieux que celui-là. Artiste, artisan. Artisan, artiste, sociologue, c'est pas mal. Mais lui, ça l'emmerdait. Hein. Oui, ça l'emmerdait. Ah oui. Parce que mais là... tout l'emmerdait. Bon. Non, mais tout l'emmerdait parce qu'il avait horreur de parler de lui, de parler de ses films. Et quand on lui parlait de lui, on lui parlait de ses films, les larmes lui venaient aux yeux. Il était au bord de pleurer. Oui. Pourquoi ? Par pudeur. Parce que déjà faire un film, c'était pour lui un tel travail, je ne dis pas une souffrance, mais un tel travail. Et après, devoir expliquer ce qu'on a fait, ou devoir expliquer qui on est, pour lui, c'était impudique et douloureux. Ah, Julia, t'as pas notre couteau? Non, ça va, ça va. Oui, il y en a un sans manche là-dedans. Sans manche, non. Ça va, regarde. En tout cas, les gens qui habitaient là, ils se faisaient expulser, eux. Sans histoire. Dans l'horloge? Oui, dans des HLM, avec des loyers qu'ils peuvent pas payer. Donc à s'installer plus loin. Oui, dans la Creuse, c'est pas mal, il paraît. Ou dans l'Ardèche. Tu rigoles, mais les types qui sont déjà à 60 ou 100 km de leur travail, c'est pas une rigolade pour eux. En attendant qu'on les éjecte un peu plus loin. C'est l'évolution urbaine, c'est inévitable. Faut savoir s'adapter. S'adapter, c'est très marrant, faut avoir les moyens de s'adapter. Pierre. Ben, c'est François qui a raison. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils n'ont qu'à s'arranger. Ou pour en avoir, ou pour s'en passer. Mais pas pour emmerder les autres, qu'est-ce que ça veut dire? S'adapter, ça signifie quoi? Ça signifie vivre avec son temps, savoir bouger avec la société. Comme François. Naturellement, une seule devise. Pour changer de vie, changer la vie. Hein? Ah, autrefois, c'était autre chose. Fallait pas rire avec le progrès social, sinon ils se fâchaient. Comment c'était la grande époque du dispensaire. Créons et multiplions les dispensaires de banlieue, nous devons soigner les pauvres gratuitement. La science n'est pas à vendre. Nous sommes au service du monde, etc., etc. Voilà ce qu'on entendait à Maison-Alfort dans les années 50. Puis alors, je sais pas ce qui s'est passé, là, tout d'un coup de baguette. Plus de dispensaire, dis donc. Et à la place, une clinique toute blanche à l'étoile. Nous sommes au service du monde, mais du beau monde. C'est ça l'évolution urbaine, mon petit garçon. Les autres, ils n'ont qu'à s'installer plus loin. C'est ça, s'adapter, t'as compris? Non, mais je vais pas entendre des conneries toute ma vie. Recevoir des leçons ABC jusqu'à la fin des temps. Écoutez un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer. Des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi. Merde! Et quand on s'est parti, celui-là qui va rester avec sa danseuse, qui a une jambe mécanique, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Écoute, François, écoute. Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous avec votre dimanche, petit quoi à la con! Merde! Vous savez pourquoi les personnages de Sautet étaient tellement forts aussi? C'est parce qu'ils avaient apparemment une sorte de noblesse et de force extraordinaire des hommes arrivés, comme on dit. Des hommes installés dans l'existence. Et par tout leur port de la peau, je ne sais pas, sont des acariens qui viennent les ronger, et par tous les ports de la peau, ça se vide. Ça se vide. C'est ça les personnages. Il y a la culpabilité. Il y a la culpabilité, il y a la faiblesse, il y a la lâcheté, il y a le mauvais orgueil.
où il y a où il y a le pouvoir, la soif de pouvoir, ou le plaisir d'avoir un pouvoir, petit ou grand. Mais Vincent, c'est peut-être bien le film du malentendu. C'est un film qui montre des bourgeois qui vivent bien, qui ont des belles voitures et tout ça. En fait, il les montre étant assez malheureux. Et une partie de la critique, pas le public qui le suit, une partie de la critique va dire « ça y est, il nous fait un cinéma bourgeois, si on est bourgeois, ça ne concerne plus qu'une petite frange de la population. » Or, sa vision des bourgeois, elle est noire, elle est dure. C'est une incompréhension. Une certaine frange de la critique considère effectivement que c'est un péché originel que de montrer sur un écran des bourgeois. Qu'est-ce qu'il nous montre dans Vincent, François Paul et les autres? Effectivement, il nous montre des bourgeois, mais tous ont raté leur vie d'adulte. Oui, oui. Et puis c'est un film très très audacieux. Je me souviens d'une scène vers la fin sur la plage où une voix, je crois que c'est Vincent, dit, je ne sais plus si c'est Paul ou si c'est François, dit, et il vit, en voyant l'autre qui marche, il vit que lui aussi était seul. Et il vous tombe une espèce de chape de ciment, de malheur sur la tête. On réalise la solitude du personnage qui fait la voix off et la solitude du personnage qui est en face, alors même que 2 minutes avant, ils ont fait comme si tout allait bien. Et c'est d'une audace incroyable, parce que cette voix off vient nous perturber dans le récit qu'il nous raconte. On avait lâché Sautet avec donc en parlant de Max et les ferrailleurs et les choses de la vie. On avait dit donc du coup que ça explorait un petit peu deux veines un petit peu parfois contradictoires, en tout cas complémentaires de Sautet, c'est-à-dire un aspect extrêmement lumineux dans la façon de montrer des élans de vie, des élans sentimentaux, puis un aspect extrêmement noir. Et voilà, là on vient d'écouter un montage d'extraits de différents bonus de DVD. Et pour un peu continuer sur cette biographie, sur cette filmographie de Sautet, voilà, après Max et les ferrailleurs, il enchaîne donc sur Vincent, François, il y a Paul César et les autres. et Rosalie d'abord. Ouais, César et Rosalie qui vient juste après Max. Max c'est 71 et Ouais. César et Rosalie c'est 72. Donc en tout Vincent cas, c'est 74, c'est en plein Pompidou. Quoi. En tout cas, on a les deux autres films, donc Vincent, François et puis César et Rosalie, qui vont être donc des films pareils, qui vont être les plus gros succès de Sautet, peut-être parmi ces films les plus réputés, avec donc les choses de la vie, et qui sont des films, donc comme le disait Dionnet, Bouju et compagnie dans les extraits qu'on vient d'écouter, qui vont installer une sorte de réputation de Sautet de cinéma bourgeois. Alors moi, j'aimerais juste revenir un peu sur mon rapport à Sautet, ce pourquoi je peux regarder des films de Sautet extrêmement régulièrement et être complètement absorbé par les films, justement par leur côté voyage dans le temps, ce que Dionnet et Bouju racontaient. Piccoli aussi d'ailleurs. Piccoli, voilà, cet aspect absolument instantané d'une époque, cette impression qu'on a d'être absorbé par une époque complètement révolue désormais du haut de 2015 là, cette époque voilà où on fumait dans les hôpitaux. le cancer n'existait pas, la cirrhose c'était rien et les ceintures de sécurité c'était un gadget pour tapette quoi. Il y avait voilà une sorte de force de reconstitution, parce qu'en sachant que c'est pas une force documentaire chez Sautet, c'est assez étonnant parce que en studio quand on regarde quasiment, les films, les scènes de brasserie, de bar et compagnie paraissent complètement pris sur le vif. À savoir que c'est toujours des décors, c'est toujours des décors reconstitués du studio, c'est reconstitué et ça paraît, voilà, ces décors enfumés, plein de vie avec ces plans avec un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan, souvent des plans assez longs qui vont mélanger plusieurs échelles de plans et plusieurs strates dans le plan, dans la profondeur de champ, sont que des plans reconstitués alors même qu'ils paraissent souvent tellement c'est travaillé, ils paraissent pris sur le vif. Il y a une sorte d'effet voyage de machine à voyager dans le temps extrêmement forte pour moi quand je regarde les Sautet, qui est très puissante. À ce propos, je te coupe, mais du coup, l'extrait de Patrick Devers parle un peu de ça, donc je me permets de passer maintenant. Patrick Devers, donc, qui a tourné Un mauvais fils avec Claude Sautet, qui est un film extraordinaire évidemment. Un petit extrait de 45 secondes, juste avant que Devers se tire une balle dans la tête, qui parle de Claude Sautet. J'ai compris que c'est un optimiste. Il ne veut pas absolument sombrer dans le désespoir qui règne actuellement. Il le comprend, il le filme et il dit qu'il y a des moyens de s'en sortir. Et il le montre dans son film et je suis assez d'accord avec lui. Claude Sautet, c'est le seul qui a encore les moyens, ces moyens-là, quoi. C'est-à-dire qu'il peut tout lécher, il peut tout faire exactement comme lui l'a imaginé et ne pas se référer seulement à ce qui existe et filmer ce qui existe. C'est-à-dire qu'il voit ce qui existe et puis il le digère et puis après il recrée la réalité. En Italie, il y a Fellini qui fait encore ça. Et en France, à part Sautet, je vois pas qui d'autre.
Alors c'est assez intéressant parce que du coup voilà, Sautet c'est quelqu'un qui est effectivement, c'est des films comme on l'a dit lors de la première émission, c'est des films qui sont extrêmement agréables à habiter. C'est des films qu'on peut regarder vraiment et on a presque envie de vivre dedans, justement pour ces scènes de groupe qui sont des scènes vraiment où on a envie d'en faire partie. Il y a quelque chose qui est de l'ordre presque du feel good movie. Et je pense que Vincent François Paul et les autres, c'est presque une sorte de malentendu. C'est que Vincent François Paul et les autres est considéré comme un film de potes à la française extrêmement agréable à regarder, voilà le truc vers lequel courent tous les feel good movies ou les films de potes. Mais qui rappelle quand même beaucoup le Husbands de Cassavetes. Oui, il pourrait y avoir ça, mais en fait, non, mais ce côté noir justement des potes, d'accord. Justement, mais ce qui va toujours ressortir parce que du coup, à cause peut-être de cette force rétrospective d'une époque révolue où on se dit côté nostalgique, cette sorte de liberté incroyable où voilà où tu vas pouvoir te picoler, cloper comme un taré, voilà, te vider un quart de rouge sans que personne te regarde de travers. Enfin, un côté où tu dis mais c'est incroyable, c'est hyper agréable d'habiter dans ces films-là, et finalement qui va presque faire passer la pilule du fait que la thématique profonde de ces films-là est extrêmement noire, et ce qui fait que voilà quelqu'un comme Zemmour par exemple dernièrement disait que voilà Sautet c'était son cinéaste préféré et te disait que voilà c'était le moment dans le cinéma français on pouvait encore montrer des mâles dominants qui au moins étaient libres de leurs actions et pouvaient conquérir des femelles comme ils le voulaient. Je fais une parenthèse, mais il y a beaucoup de choses dont on parle pas dans cette émission sur les thématiques ou les trucs visuels de Claude Sautet, que ce soit la pluie, les brasseries, tout le bordel. La misogynie, c'est un truc qui lui intéressait beaucoup. Ce qui l'intéressait, c'était les types misogynes. En effet, et ces personnages étaient, selon lui, tous des misogynes, et il aimait bien donner une leçon aux misogynes. Ce qui lui donnait du plaisir, c'était quand un misogyne, du coup, prenait une leçon. Ouais, et en même temps, c'est pas si, dans ses meilleurs films, c'est pas si voyant que ça. Ah non, absolument pas. C'est peut-être presque des fois, on y reviendra plus tard, mais peut-être la limite des films de Sautet, c'est qu'ils sont tellement agréables à habiter et tellement rythmés, tellement il y a une musique des films de Sautet qui fait que tu es bien dedans, qui fait que par exemple un film comme Vincent François Paul et les autres est un film qui reste une sorte de date dans le feel good movie de film de potes, alors que c'est un film que si tu le regardes bien, tu dis c'est d'une noirceur incroyable, comme le dit très bien voilà Dionès, c'est un film où tous les gens ont raté leur vie et c'est terrifiant, et c'est assez amusant de voir ce malentendu qui peut y avoir sur Sautet, qui a donc été très vite catalogué par une certaine frange de la critique comme un cinéaste bourgeois filmant bourgeoisement des bourgeois de Pampidou, voilà quelque chose de très complaisant finalement, de montrer voilà que des gens arrivaient. Pour moi, enfin quand tu regardes bien ces films, de toute façon c'est évidemment le contraire. C'est de toute façon des critiques radicales des modes de vie de ces gens qui sont effectivement beaucoup des portraits de quadras, qui vont être en crise dans leur vie, des histoires de triangles amoureux, des problèmes d'entreprise, qui vont avoir des problèmes économiques, et que finalement ces films-là sont des témoignages incroyables et vont toujours s'inscrire dans leur temps au point de vraiment enregistrer, t'as l'impression à des moments en temps réel des fondamentaux de changement historique dans la société française. Jusqu'aux années 90. Jusqu'aux années 90, je pense que après on va passer des extraits par exemple dans Un cœur en hiver. J'attends que tu me donnes un signe. On va parler dans Un cœur en hiver, il va y avoir un splendide monologue, une splendide discussion, on va entendre ce basculement d'une société de l'art à une société de la culture, mais dans tous les films de Sautet qui s'est beaucoup intéressé au trajet du capital, de toute façon, parce qu'il avait affaire communiste, à oui, c'est un ancien communiste et très attentif à ça. Abandonné justement le Parti communiste parce qu'il était inquiété par le discours des dirigeants. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, voilà, il a gardé de ça une sorte d'attention totale aux mutations d'une société qui allait vraiment sur une société marchande. Et c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant. Je pense à un film comme Mado, par exemple, qui va vraiment traiter de ça, des scandales, enfin même pas des scandales immobiliers, mais du changement du marché immobilier parisien, du moment où vraiment des grands groupes un petit peu anonymes vont s'emparer de la chose pour vraiment créer des choses, pour créer une sorte de spéculation complètement immorale, mais ça va toujours être un petit peu discret. Il s'agit pas du tout de parler d'un cinéma militant. On est vraiment bien très loin. Il fera jamais un film de la thèse. Quand on regarde les films de Sautet, moi je pense par exemple des fois à The Wire, quand j'entends Dionnet ou en parler, je crois que c'est Dionnet c'est Piccoli qui parle de ça. Il dit que voilà, ces films pourraient être montrés
comme instantané d'une vie. Je pense à tous ces universitaires qui vont faire étudier The Wire à leurs étudiants en leur montrant voilà, c'est ça la société. Plutôt que d'étudier la société, étudier plutôt The Wire, ça va être la même chose. Et finalement, des fois, les films de Sautet, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. On a l'impression que dans les films de Sautet, on peut voir exactement les mouvements secrets d'une société, les petits points de bascule où il va y avoir une sorte de changement radical d'idéologie. Et je pense que ça va être très prégnant dans un film comme Mado, et évidemment de toute façon dans François Paul et les autres, on le voit dans Mado qui va parler des tractations immobilières et des changements et voilà, installer le terme des grands groupes d'achat et compagnie. On le voit très bien sans que ça soit appuyé, mais on voit tous ces moments de césure, et c'est important, c'est intéressant de voir que dans les films de Sautet, il y a toujours des séquences de discussion où on va parler des moments de césure où Sautet voit très bien ce qui bascule dans le temps où il filme. Et du coup, à ce propos, voilà, un petit extrait de Quelques jours avec moi qui est du coup un film de la fin des années 80, hein, qui annonce un renouveau dans son cinéma. On en parlera tout à l'heure, mais un petit extrait avant de parler d'autres choses, des générations notamment et des problèmes de génération. Pas les gens autour de vous, il n'y en a que pour Paris. Est-ce que vous voulez dire que... Je veux dire que la province reste la province. Bon, mais tu dis n'importe quoi, c'est exactement le contraire. Écoute, Irène, nous sommes en pleine décentralisation. Ce sont des mots. Dans les faits... Les choses sont longues à installer. Non, mais il n'y a rien à faire, elle s'entête. Par exemple, moi j'aime l'opéra. Ben, enfin, on en voit tout le temps à la télé. Oui, mais ça n'a rien à voir. Pour moi, l'opéra, c'est un spectacle total, vivant. Bah, écoute, Irène, tout le monde n'est pas obligé d'être opératomane. Je sais bien qu'aujourd'hui, c'est devenu une mode, hein, un must. Pas pour moi, Raoul, tu le sais. J'ai toujours aimé entendre les grandes voix. Ma sœur se prend pour Jeanne d'Arc. Alors, Régine. En tout cas, ici, nous manquons de crédit culturel. Personnellement, je détestais l'ancienne majorité. Et Dieu sait que j'ai fait campagne contre eux. Mais pour le théâtre, pour la maison de la culture, je dois reconnaître qu'ils n'étaient pas si mal. Je vous arrête, madame Confrin. On ne peut pas indéfiniment arroser d'argent des gens qui vous tendent la CBI d'une main et qui vous traitent de fascistes de l'autre. Pour moi, ces notions de gauche et de droite sont totalement dépassées. Oui, je sais que je fais sourire ma petite Régine, la gauchiste de la famille, mais personnellement, j'ai toujours été socialiste et partisan d'une économie libérale. Il y a des sensibilités et des courants d'opinion, bien sûr. Et heureusement. En tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est la fin des idéologies et des systèmes. Et ça, c'est important. Oui, mais c'est vrai que... À partir de quoi? Mais sommes-nous assez adultes politiquement? Hein? Nous devrions dégager un large consensus national. Ne coupons pas la France en deux. Non, je suis navré, ma petite Régine, mais sans consensus, pas de Limousin, pas d'Occitanie, pas d'Hexagone et pas d'Europe, c'est clair. Excusez-moi, Madame Mayotte, je vous ai interrompu. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, je me souviens plus. Jane a toujours eu du mal à se fixer sur un discours un peu abstrait. Oh, elle n'est pas la seule. Mais vous n'avez rien mangé. Vous n'aimez pas la crème renversée? Non. Vous voulez un fruit, peut-être? Non, merci, vraiment. J'ai peur que nos discussions provinciales vous embêtent un peu. Tu veux dire qu'il s'est copieusement emmerdé? Ah non, pas du tout, au contraire. Ce récital de lieux communs éculés m'a tout à fait intéressé. C'est vrai, c'est tout un art de débiter des vérités premières. La rapidité des répliques, le timbre des voix. Ça devient comme une sorte de musique rassurante. Un peu comme quand on est à l'étranger, qu'on ne comprend pas la langue. On regarde les visages. Ah oui, mais ça c'est tout à fait exact. Tu te souviens, Irène, de notre voyage en Tchécoslovaquie? De ce dîner mortel où on ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait? Eh bien, le soir, dans notre lit, nous nous sommes régalés à reconstituer une galerie de portraits saisissants, en détaillant chaque nez, chaque oreille, le grain de la peau, les points noirs, l'œil. Si révélateur. C'était donc un extrait de Quelques jours avec moi, qui est un peu un film de la rupture dans la carrière de Sautet, et qui vraiment illustre très bien les soucis de Sautet par rapport à toutes des changements, enfin une sorte de fin des idéologies dont il a été le témoin, lui, ancien militant communiste. Et c'est rigolo de voir ce film-là, donc va passer une sorte de changement de génération. Sautet va commencer à s'intéresser peut-être un petit peu à des gens plus jeunes, et qu'il avait déjà entamé avec d'autres films, notamment Un mauvais fils et Mado, qui introduisait une bande de jeunes, notamment Jacques Dutronc et puis Mado, une personnage de pute. Et c'est rigolo ce truc
des cohabitations de générations chez Sautet. C'est vrai que c'est toujours un petit peu aller contre cette idée commune de voir c'est ce qu'on retient de Sautet, c'est toujours des portraits de quinca, et c'est là où il a été absolument extraordinaire, et évidemment à travers ces deux acteurs fétiches qu'ont été Montand et Piccoli, hein, qui sont deux extrêmes inverses, hein, autant l'un est sociable, autant l'un est solitaire, autant l'un écarquille les yeux, autant l'un les fronce, voilà, il y a quelque chose, autant l'un est extraverti, l'autre est complètement mutique et secret. C'est à travers ces deux personnages-là, il a fait une sorte de portrait de quinca bourgeois de la France pompidolienne des années 70. Il y a eu ça. Mais n'empêche que dans tous ces films, et ça commence même dès Vincent François Paul et les autres, à travers le personnage de Depardieu, mais ça va être de façon beaucoup plus prononcée dans Mado par exemple, avec une bande de jeunes, ou dans Un mauvais fils où il prend Patrick Dewaere. Là c'est que des prolos, Un mauvais fils. Et c'est ça, où il va vraiment s'intéresser d'une part à des jeunes et d'autre part à aux chômeurs naissants, hein, le chômage qui va arriver, et les problèmes d'insertion dans la vie professionnelle, des problèmes intergénérationnels qui vont occuper une place centrale dans son cinéma jusqu'à la fin, jusqu'à Nelly et Monsieur Arnaud, où c'est vraiment ça, hein. Et je pense qu'au niveau social, il y a vraiment plus, ça va aller jusqu'à Quelques jours avec moi. Après, c'est une problématique qui va plus trop l'intéresser, la dimension sociale, c'est-à-dire une dimension vraiment de cohabitation de génération, de passage de génération, mais c'est quelque chose qui va vraiment l'habiter dans toute sa carrière, parce que même des classes touristes qu'on voit à travers la relation entre Lino Ventura, comme je disais, jusqu'à son dernier, Nelly et Monsieur Arnaud, c'est ça, hein, c'est la confrontation entre un vieux bourgeois solitaire et une jeune bonne femme qui, elle, accumule 2 ou 3 boulots, et qui, justement, c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer aussi. C'est-à-dire, c'est une base, c'est pas son sujet. C'est absolument pas son sujet, mais c'est une base de personnage, en tout cas. Je pense que de toute façon, ça sera jamais son sujet. C'est pour ça que c'est aussi fort. C'est pour ça que finalement, les films paraissent autant justes par rapport à la société. C'est que ce n'est pas le sujet. On n'est pas dans un film social, tel qui en a eu des caisses et tout ça, où, en général, tu te fais chier parce que ça arrive à un film de discours. C'est que, là, tu dis, ouais, c'est incroyable, il y a une force de présence, une force d'incarnation du temps dans lequel les films ont été tournés, où tu dis c'est hyper juste, et tu as l'impression, c'est ce côté absolument voyage machine à voyager dans le temps, quoi. C'est il y a un côté comme ça hyper fort. On va s'écouter justement un petit extrait de Nelly et Monsieur Arnaud, une des disputes entre Michel Serrault et Emmanuel Béard, et juste après on va juste dire un petit mot sur la rupture qu'il y a eu dans sa cinématographie dans les années 80. Bon, alors, qu'est-ce qu'on disait? Vous trouviez qu'ostracisme... Ah oui, j'avais marqué ça sur un papier que je retrouve plus. Peut-être que vous compliquez. Je ne complique pas, j'essaie d'avoir un minimum de rigueur. Si je suis seul, et si ça vous emmerde... Ah, moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que depuis un certain temps, vous n'êtes plus là, vous traînez la patte. Je ne crois pas. Mais si, moi, je vous assure. Moi, je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui s'ennuie, qui baille, qui arrive en retard. Je vous ai dit pourquoi j'étais en retard. D'abord parce qu'on n'avance pas. Soyez pas de mauvaise foi. Mais si, on piétine, pourquoi ne pas le dire? Moi non plus, je n'en ai rien à foutre de ce bouquin, rien du tout. Si vous saviez à quel point je m'en fous, un machin de plus que personne ne lira. Bon, écoutez, je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête, qu'on laisse un peu reposer la chose, si vous êtes fatigué. Mais qu'est-ce que c'est que ce discours d'infirmière? Je suis pas du tout fatigué. Si c'est pour dire ça, il vaut mieux que vous taisiez. Bon. Ah oui, vous êtes au-dessus de tout ça. Oh, pendant un moment, vous aviez pris la parole, vous aviez des points de vue. Vous pinaillez sur des virgules. Vous faisiez même des confidences. Et puis là, le silence qui retombe, opaque. Un jour, vous disparaissez décomposé pour aller au chevet d'un mari subclaquant. Ben, qu'est-ce qu'il est devenu, au fait? Il a récidivé, il est vivant, il est mort, mystère total. Il va bien, merci. Tant mieux, c'est déjà ça. Mais pour le reste, elle s'est refermée comme une huître. Menez-la, votre petite vie. Ah, avant, elle se sentait redevable, elle faisait du zèle. Puis là, maintenant, fini, terminé. Le vide. C'est lamentable ce que vous dites. Mais regardez-vous, vous êtes là posé devant cette machine comme un ectoplasme. Vous allez arrêter? Vous vous prenez pour qui? Vous me payez pour un travail, on va le finir, ça vous donne pas le droit de regard sur ma vie, j'ai pas à vous raconter les... Si, justement, vous devez. Mais vous m'emmerdez. Vous vous plaignez de tout, de moi, de votre bouquin qui est pas assez bien, de votre femme, et je comprends qu'elle se soit tirée. De vos enfants qui vous fuient. Mais je suis pas une poubelle, je suis pas là pour écouter les lamentations d'un vieux con. C'est ça, allez vous faire sauter.
C'était donc un extrait de Nelly et Monsieur Arnaud, le dernier film de Claude Sautet qui date de 95-96 et très vite avant de passer à un autre montage autour d'un cœur en hiver qui est pour moi le film le plus important de Sautet, une petite précision justement sur ce qui lui est arrivé justement dans les années 80 après avoir eu beaucoup de succès dans les années 70 au début des années 80. Il tourne donc un film qui sera selon moi et selon lui d'ailleurs le film de trop, il s'agit de Garçon avec Yves Montand qui est un film très 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 chouette, c'est pas le souci, mais qui pour lui a été très très douloureux, notamment à cause de la situation de Montand et de sa position de star qui voulait retravailler le scénario et qui a empêché Sautet de faire le film qu'il souhaitait. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur le film. C'est vrai que surtout qu'il a inventé vraiment des acteurs, Sautet, et notamment Romy Schneider et Montand et Piccoli, il l'a réinventé et que c'est des gens Auteuil aussi, qui ne souhaitaient que retourner avec Sautet et qui lui ont commandé des scénarios et on peut dire que les deux plus faibles films de Sautet sont des films qu'il s'est senti à savoir une histoire vraie, senti redevable vis-à-vis de ses comédiens, une histoire simple et Garçon. Voilà, c'est ça, une histoire simple et Garçon, donc qui date de 83, qu'il tourne parce qu'il sentait qu'il devait le film à Montand. Il lui avait dit qu'il lui devait un film, donc il a fait le film pour Montand, un film donc du coup où Montand et Garçon de café, tout le bordel. Donc on va pas s'attarder sur le film parce qu'on a beaucoup de choses à dire, mais le fait est qu'en tout cas à ce moment-là, Sautet sent bien qu'il arrive à une rupture. Il a l'impression de se caricaturer clairement dans ce film qui est encore une fois c'est super à revoir même si lui considère que c'est très mauvais et c'est vrai que tu vois bien ce qui peut le gêner dans le film mais quand tu le revois ça reste quand même assez exceptionnel dans les chorégraphies, dans plein de choses, dans les personnages. Scorsese peut aller se rhabiller. Voilà, c'est ça, Scorsese c'est une grosse merde. En tout cas, il arrive à une rupture et pendant du coup plusieurs années, puisque du coup le film d'après c'est 87, donc pendant 5 ans en fait, encore une fois, il va travailler à autre chose et là il y a une vraie rupture qui se crée après Garçon. Il se rend bien compte qu'il est arrivé au bout de quelque chose, qu'il se répète, qu'il ne peut plus non plus parler de personnages qui ont son âge. Il arrive lui à un certain âge, il ne veut plus parler de vieux bonhommes, tout ça machin. Donc il va partir à la recherche d'une nouvelle génération. Il est encore question justement de parler de son époque, de choses de son temps. Il est aucunement question de faire des films de vieux cons, jamais. Ouais, donc c'est assez amusant quand il en parle beaucoup dans le bouquin, mais sur le côté auto-apitoiement de classe en fait, où ces films finalement sont toujours rattrapés positivement parce qu'il a conscience de s'auto-apitoyer sur des personnages qui les correspondent à peu près à des gens un petit peu arrivés, fortunés et leurs problèmes sentimentaux. Et il a conscience que finalement il arrive à une sorte d'impasse complaisante. Alors on va passer aussi très rapidement sur du coup le film il va rencontrer de nouvelles personnes, qui va bouleverser un peu toute sa famille cinématographique. Il s'agit de Quelques jours avec moi, qui est un film assez fascinant, mais on n'a pas le temps d'en parler. Mais il va complètement bouleverser du coup, comme je le disais, son univers. Il va changer de scénariste, il va changer de chef-op, il va changer ses acteurs, il va tout changer, il va changer de producteur. Il garde uniquement son compositeur Philippe Sard qui restera avec lui jusqu'à la fin, mais sinon il change vraiment tout. Et Quelques jours avec moi, du coup, c'est un film qui est vraiment le cul entre deux chaises, mais qui est fascinant, mais qui est vraiment, on sent, problématique, où il cherche, où il tâtonne. Il va à la fois dans le burlesque, en même temps dans le polar, dans le drame, dans l'intimiste. Il fait tout dans ce film. Ce qui rend on dirait un premier film. Ouais, c'est ça. C'est qu'il se réinvente totalement avec ce film, mais il se cherche complètement. Du coup, le film est sensiblement raté, mais en même temps, il est fascinant et ça reste du Sautet. Du coup, évidemment, ça reste génial aussi. Mais il avait besoin de ça, je pense, pour arriver à ce qui, selon moi, est son film le plus abouti à tous les niveaux. Et avant d'en parler, donc il s'agit évidemment de Un cœur en hiver avec Daniel Auteuil qui date de 92, qui est un film exceptionnel, qui justement il a eu envie de faire pendant le tournage de Quelques jours avec moi, en lisant l'un des passages, l'une des parties d'un roman de Lermontov, un russe, un roman qui date de début de 1800, c'est 1830 je crois, je sais plus si 1830 60. En tout cas voilà, c'est un roman en plusieurs parties. C'est l'une des parties du roman qui raconte l'histoire d'un personnage qui par pure méchanceté en fait va aller séduire la femme de son meilleur ami pour juste l'humilier en fait. Et à partir de cette histoire en tout cas avec des personnages très établis, il va complètement bouleverser cette histoire de base
et son cinéma à lui pour en même temps l'amener vraiment au bout de tout ce qu'il a cherché à faire tout au long de ces années. On va écouter justement un montage avec des extraits à la fois du producteur, du scénariste, des extraits du film qui justement parlent de tout ça. Je ne parle pas d'ici, je m'en fous. Ce que je trouve navrant, et c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon dernier livre, c'est que sous prétexte que tout est culturel, on finit par mettre sur le même plan un clip et une pièce de Claudel, un mur barbouillé par des taguères et une fresque de Piero de la Francesca, la sonate de Ravel que notre ami va jouer, et pourquoi pas la tarte aux pommes de Madame Amet. Vous préférez un frais? Je suis sûr qu'elle est délicieuse. Non mais il y a une confusion extraordinaire, sans précédent, tout est là, pêle-mêle. Mais rien ne nous interdit de choisir. Mais si, justement, puisque tout se vaut, on subit tout avec la même attention flottante. L'horreur, c'est ce consentement collectif, cette chose molle qui nous assiège. Excusez-moi, je crois à une certaine vigilance de la pensée. Ah. Ça vous paraît pompeux? Non, nous écoutons la voix de la tradition. Sévère. Mais courageuse. La tradition. C'est ça. Je suis réac. Non. Non, tu exprimes dans un monde menacé par le débordement démocratique le point de vue d'une élite inquiète à juste titre. L'élitisme, je l'ai combattu toute ma vie. Il y a quelque chose de bêlant dans tout ce qu'on entend aujourd'hui. Je suis d'accord qu'il y a des confusions. Mais au moins la culture n'est plus le domaine réservé de quelques-uns. Ça reste un privilège, mais plus partagé. Mais non, Camille, c'est pire. Toutes ces foules sans aucun repère qui piétinent dans les musées. Mais si dans ce musée, au milieu de cette foule qui ne voit rien, il n'y a qu'une seule personne qui rencontre une œuvre qui la touche, qui va peut-être changer sa vie. C'est déjà beaucoup, non? Mais ça s'est toujours passé comme ça. Je ne crois pas. Au fond, vous êtes à peu près d'accord. Vous aussi, vous parlez de la sensibilité de l'individu en face d'une masse qui serait aveugle. Je n'ai pas dit ça. Dans ce que tu as dit, je crois, c'est qu'à chance égale, il y aurait comme une sélection des gens qui seraient destinés Mais pas du tout. Tu as dit que certains voient des choses que d'autres ne voient pas. Oui, c'est ce que vous avez dit. Oui, mais non. Enfin, moi, je n'exclus personne. Mais moi non plus. Bien sûr. Et toi? Tu n'as pas d'avis sur la question? Non. Aucun. Il est au-dessus du débat. Non, j'entends des arguments contradictoires et tous valables. Tout ça nul, c'est ça. On ne pourrait plus parler de rien. C'est une tentation, en effet. Je n'ai pas votre bonne volonté. Bien. Nous respecterons ton silence. Évidemment, si on parle, on s'expose à dire des conneries. Si on se tait, on ne risque rien, on est tranquille, on peut même paraître intelligent. Peut-être simplement qu'on a peur. Peur? De quoi? La peur de toi, peut-être. Voilà, ça doit être ça. Tu m'inquiètes, là. Ne le décourage pas, puisqu'il s'expose, justement. Je trouve même que tu deviens complaisant. Oui. Il cherche à nous émouvoir. Une tentative. Mission impossible. Le point commun entre le héros de Quelques jours avec moi, celui d'un cœur en hiver, le héros de Lermontov, c'est qu'ils agissent intentionnellement, mais pour des motifs qui leur sont obscurs au moment où ils le font eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils font, mais ils se trompent sur la raison du pourquoi ils le font. Je me demande si au fond tu n'es pas jaloux de Maxime. De Maxime? C'est un sentiment que j'ai jamais éprouvé pour lui. Et que je ne me vois pas éprouver. Alors il s'il veut pas, enfin sauter le pas, j'aime pas peut-être ce mot, mais pourquoi ne va-t-il pas jusqu'au bout? Alors qu'elle en meurt d'envie, si on peut faire ça comme ça. Pourquoi? Quand on cherchait la réponse à ce pourquoi, on n'y arrivait pas. Et on faisait que des choses complètement je sais pas, laborieuses, plates. Nous-mêmes, nous ne le sentions pas. On ne savait plus ce qu'il fallait faire avec ce personnage. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Et il s'est passé un déclic à un moment donné. C'est-à-dire, je dis, si on veut obtenir quelque chose d'un peu singulier dès le départ, sinon simplement des scènes de présentation un peu plates où il ne se passera pas grand-chose, il faut peut-être trouver un ton verbal. Donc j'ai proposé de faire une voix off qui serait un portrait d'un ami par un autre. C'est dans la chaleur des concerts que Maxime préfère les musiciens. Il partage leur émotion, il prend sa part des applaudissements, il est vraiment ému. Donc du personnage du Cellier vu par Auteuil, et qui
rendrait compte déjà de toute l'ambiguïté du personnage d'Auteuil. On travaille ensemble, mais le patron, c'est lui. De sa singularité, de sa perception biaisée, étrange des choses. Sur les lieux où je vais, les gens que je vois quand nous ne sommes pas ensemble, Maxime ne me pose pas de questions. Et ça nous a débloqués, indéniablement. Et après, on s'est abandonné à quelque chose de mystérieux, à un comportement que nous ne gouvernions pas complètement, que nous ne programmions pas vraiment, et où ce mystère humain continuait à avancer, à se distiller, à imprégner les scènes, et sans qu'on ait plus à se dire est-ce que ce type est un pur salopard, est-ce que c'est un manipulateur, toutes ces choses qu'on avait essayées et qui nous intéressaient pas, qui ne tenaient pas, qui étaient manichéennes ou pas très originales. On a accepté le mystère du personnage. J'ai envie de vous. J'ai pas l'habitude de me jeter à la tête des gens comme ça. Il fallait que je vous le dise. Camille, je ne crois pas que je peux vous donner ce que vous cherchez. Vous aussi, vous le cherchez. Moi, je vous le donne. Je sais ce que vous êtes. Je vous accepte comme vous êtes. Ce monde que vous êtes construit depuis si longtemps. Fermé. Ça m'est égal. Je suis là pour vous. Regardez-moi. Vous ne pouvez plus vivre comme ça. Vous devez accepter que quelque chose se détende en vous. Camille, vous êtes belle, rare. Vous allez devenir une grande musicienne. Vous avez tous ces dons qui vous encombrent presque. Alors, puisque je suis si parfaite. Mais vous vous trompez. Vous voulez absolument que je sois comme vous l'imaginez. Comme un autre. Mais je ne suis pas celui-là. Arrêtez de vous mentir. C'est tellement simple. Je dois vous dire la vérité. C'est vrai que j'ai voulu vous séduire, sans vous aimer, par jeu. Sans doute contre Maxime. Je l'avais décidé. Mais on décide pas les choses, on les vit. Vous ne comprenez pas, Camille. Vous parlez de sentiments que je ne ressens pas, qui n'existent pas. Je n'y ai pas accès. Je ne vous aime pas. Je sais. Parlez pas, s'il vous plaît. Regardez pas. On vient d'entendre un montage avec des interviews, donc c'est encore une fois, c'est extrait des bonus du DVD d'un cœur en hiver, notamment, et puis des extraits du film évidemment, avec des interviews du producteur Carcassonne, du scénariste, c'est Jérôme Fieschi, Jacques Fieschi ou Fieschi, qui apparaît dans À nos amours de Piala et qui est également le scénariste un des co-scénaristes de Police. Voilà. Qui a travaillé en tout cas sur les 3 derniers films de Claude Sautet. Donc comme on l'a dit, après quelques jours avec moi, Claude Sautet a vraiment abordé un renouveau complet de son cinéma. Et pour moi, Un cœur en hiver, c'est l'un des films de Sautet qui moi me bouleverse le plus, même si j'ai bien conscience que c'est sûrement le plus difficile d'accès. Même si des films comme Mado étaient très noirs, très sombres, pour moi Un cœur en hiver c'est sans doute le plus dur parce que c'est le plus radical. Radical notamment comme on l'a entendu dans les extraits à cause du personnage principal dont on ne connaîtra jamais les motivations. En fait, il est en train de séduire une femme, il est en train de trahir des gens ou de faire des choses et en fait on n'a jamais d'explication. On a des pistes, on a plein de choses mais qui sont souvent en plus très vite abandonné par le personnage lui-même qui explique non c'est pas par jalousie ou des choses comme ça et moi ça me fascine complètement. En fait pour moi c'est très risqué, c'est vraiment un film extrêmement courageux de prendre en personnage principal quelqu'un comme ça qui est un handicapé, c'est vraiment un handicapé grosso modo qui lui-même a priori ne sait pas pourquoi il fait ça. C'est-à-dire voilà, pour revenir sur le procédé du film, c'est Daniel Auteuil, Stéphane,
qui est luthier, qui travaille avec André Dussolier, Maxime, qui sont tous les deux peut-être des amis, en tout cas c'est ce que pense André Dussolier, qu'ils sont amis, sauf que Stéphane lui est un handicapé vraiment du cœur complètement. André Dussolier va se mettre dans une relation amoureuse avec Emmanuelle Béard et petit à petit, de façon très très discrète, le personnage de Daniel Auteuil va la séduire, va vraiment la voler au personnage de Dussolier, mais la rejeter tout de suite dès qu'il l'a dans ses filets. En fait, il la rejette. Il ne croit pas à l'amour, il ne croit pas aux sentiments, il ne croit même pas à l'amitié. C'est un personnage qui est absolument mystérieux. C'est pour ça que le film est absolument fascinant, parce qu'en plus la mise en scène va vraiment appuyer justement ce côté mystérieux à une mise en scène à la fois extrêmement précise, la plus précise qu'ait pu faire Claude Sautet. Là on est, pour moi c'est du niveau de Bergman, mais vraiment peut-être même qu'il dépasse Bergman, et je sais que ça me fait penser à Bergman à cause de la musique, ça me fait penser à Sonate d'automne et à Sarabande évidemment, par la précision totale de la mise en scène, par l'épure absolue. C'est-à-dire que justement, d'où vient le mystère du fait que on retrouve dans ce film-là, en fait, tout ce que Sautet a cherché à faire depuis le début de sa carrière, à savoir supprimer toutes les explications, en fait, tout le gras, en fait. Et c'est un film, et voilà, mais c'est ça, c'est un film extrêmement sec, mais qui peut paraître glacial, même parfois à l'image du personnage d'Emmanuelle Béard, qui est une violoniste virtuose, tout ça, et qui est aussi du coup extrêmement comparable au personnage de Daniel Auteuil, qui est lui pour le coup un technicien virtuose. Mais pourquoi il n'est pas musicien? C'est parce qu'il n'a pas les émotions pour faire de la musique. Il est incapable de jouer de la musique parce qu'il n'a pas les émotions pour le faire. Et il va déployer ça, et comme le scénariste du coup le disait très bien, c'est qu'ils se sont laissés emporter par ce personnage, par son mystère totalement, jusqu'à justement le déployer totalement jusqu'au bout. C'est un film qui a été jamais l'élucider. Sans jamais, à aucun moment. Et jusqu'au bout du film, ce personnage reste un mystère, mais qui va malgré tout trouver une résonance dans la vie, comme on le disait en antenne tout à l'heure. Pour moi, c'est le personnage le plus solitaire, pas solitaire, le plus seul du monde en fait. J'ai jamais vu un personnage aussi seul dans l'histoire du cinéma. Et tout le long du film, il va chercher en fait une relation avec l'autre. Il a des amis, il a en tout cas un semblant d'amis, il a même des gens qu'il croit aimer, notamment son mentor interprété par Maurice Garrel. Et la fin du film va beaucoup reposer sur sa relation avec son mentor, puisque celui-ci est malade, qu'il va falloir l'euthanasier. C'est un grand moment du film, c'est le final. Il faut euthanasier, il faut donner la mort à ce personnage. Et aucun des autres personnages est capable de le faire. Et lui, grâce à son handicap, en fait, à ce vide d'émotion qu'il peut avoir, il est capable de le faire. Et là, d'un coup, il trouve une espèce de sens à justement ce vide, ce handicap qu'il a. Il va être capable de faire la piqûre fatale à ce personnage, et d'un coup il a une libération totale, et à partir de cette libération, ses relations avec le reste du monde vont paraître plus claires, mais en même temps ça va du coup juste lui confirmer qu'en effet c'est le personnage le plus seul du monde. Et pour moi c'est toujours un mystère que le film ait été un succès, parce que ça a été un succès, hein. Comme tous les films de Sautet. Sautet n'a jamais eu d'échec vraiment depuis les choses de la vie. Ces films, ça faisait au moins 1 million d'entrées ou 900 000 entrées pour le plus faible, je crois que c'était Mado, 900 000 entrées. Donc 900 000 entrées correspond à un gros succès de l'art et essai actuel. Ah oui, c'était quand même des succès populaires, mais lui il en jouait énormément. C'est évident, s'il prend des types comme Piccoli, comme Montand, comme Daniel Auteuil, c'est qu'il fait des films populaires, c'est des films de milieu, comme le disait Pascal Ferrand. Et Sautet, c'est le dernier pour moi à avoir fait ces vrais films-là, à avoir des films vraiment du coup qui va maîtriser du début à la fin. Et Un cœur en hiver pour moi est l'exemple typique, à savoir qu'il y a une maîtrise totale. Il avait calculé son film. Enfin, c'est un truc au poil de cul près. C'est vraiment un film au poil de cul près, mais qui en même temps ne paraît jamais justement laborieux. C'est alors on est entraîné par un tel mystère que tu ne te
dis pas pendant que tu vois le film, ah quel travail. Non, t'es entraîné, t'es complètement entraîné par le film et par son mystère, et qui sera jamais percé. C'est à toi après en tant que spectateur de te faire ton avis par rapport à ce que tu as vu. Mais le film, lui, est justement l'un des plus mystérieux qu'il ait jamais fait. Et voilà, c'est un film qui était très populaire et qui a eu des Césars du meilleur film, du meilleur réalisateur. Moi, je me demande encore comment. Pour un film comme celui-ci, qui pour moi est vraiment difficile. Comment tu peux t'attacher à un personnage pareil? Enfin, pour moi, c'est extrêmement courageux de décider de prendre en personnage principal cet handicapé, des émotions, qui va en plus faire du mal, qui peut apparaître complètement machiavélique, ce qu'il était à la base, mais comme on l'a dit, comme ils l'ont dit dans les interviews, voilà, ils sont pas arrêtés à ce truc-là, qui peut paraître quand même attachant. Pour moi, ça me paraît complètement fascinant, et d'avoir une telle précision dans la mise en scène, et en même temps une telle maestria, vraiment, parce que du coup, quand tu regardes le film, tu te dis, mais en termes de mise en scène, mais c'est exceptionnel, c'est absolument exceptionnel à tous les niveaux, en termes de découpage, de cadrage, de lumière. Pourtant, du coup, il change de chef-op, c'est Evangelo, qui est pas un type que je respecte profondément, mais qui là-dessus fait un travail exceptionnel. Voilà, tout est presque. En fait, ça pourrait correspondre à un film parfait, sauf que il parle tellement justement de quelque chose d'insondable, d'imperceptible, que tu peux pas songer devant ce film à te dire qu'il est froid ou qu'il est calculateur comme le personnage en fait. Ouais, il y a quelque chose qui est hallucinant au niveau de la mise en scène. Sautet, c'est peut-être un des rares types qui est arrivé à au fur et à mesure de sa carrière, à des films presque de mieux en mieux, en tout cas de plus en plus accomplis. C'est assez rare, parce qu'en général, les derniers films des grands réalisateurs sont souvent des films qu'on pourrait considérer comme malades, ou des films qu'on pourrait très bien aimer, mais qui n'ont pas du tout la stature des films qu'ils auraient pu faire dans leur âge d'or de leur carrière. Alors que là, ça correspond au film parfait pour lui, le sujet parfait pour lui. Quelqu'un qui a, au fur et à mesure, enfin, ces derniers films sont les films qui accomplissent quelque chose au niveau de la mise en scène et des thématiques, où tu dis il y a une plénitude totale. Et c'est une plénitude qui, en plus, extrêmement virtuose, mais d'une virtuosité absolument invisible. Invisible, ça correspond. C'est l'intérêt. Toute façon, au titre du documentaire choisi par Kevin, La magie invisible, c'est que c'est Sautet, c'est pour ça aussi qu'il a été assez peu reconnu, c'est qu'il y a cet art de l'artisanat, cette obsession de l'artisanat, de faire des objets hyper fonctionnels sans que le travail ne se voit. C'est vraiment la définition rythme de l'artisanat. Et en fait, voilà, Sautet avait une sorte d'obsession pour tout ce qui était musical, c'était lui, il disait très bien que de toute façon son art premier c'était la musique, et la chose à laquelle il accordait le plus d'importance c'était au rythme formel, au rythme des dialogues, au rythme de tout, du découpage, ce qui fait que ces films de toute façon, voilà, tu peux les commencer, tu auras beaucoup de mal à les arrêter en fait. Même si les films tu pourras les trouver plein de reproches, le rythme qui n'est pas un rythme, c'est pas un rythme au sens un rythme trépidant, c'est pas que c'est quelque chose qu'on pourrait dire comme Scorsese par exemple, qui est quelqu'un pareil qui a une technicité énorme au niveau du rythme. On peut très bien par exemple suivre Le Loup de Wall Street et trouver ça pourri, mais n'empêche que le rythme va t'emporter parce que c'est rapide. Sautet, c'est pas d'une rapidité foudroyante, c'est juste que plus que tu parles de Michael Mann. Il a un sens je parlerai de Michael Mann après, mais je pense que c'est quelque chose au rythme, enfin pour parler du rythme qui est assez important, c'est que c'est quelqu'un qui a une musicalité très forte, mais au sens des dissonances comme au sens de l'accord en fait, quoi. C'est quelqu'un qui arrive à renouveler sans arrêt au sens musical l'intérêt de son spectateur pour tenir une note ou tenir son film, quoi. Et pour parler de Michael Mann, parce que c'était une sorte de référence qui nous était venue en tête au même moment pour parler de ces films, c'est que c'est vrai qu'un cœur en hiver, en parlant d'un type comme ça qui est une sorte de professionnel qui un petit peu se plonge dans une sorte de métier dont il a l'obstination de l'accomplir au point de la plus grande perfection, et quelque chose de très proche de Michael Mann, et c'est quelque chose qui est assez amusant dans tous ces films, c'est pas que sur celui-là, et l'espèce de désir d'évasion,
des personnages, la maison de vacances, de campagne, tout ça, c'est des choses qui sont très je pense que c'est surtout qu'il y a surtout une aspiration vers le vide. Moi, c'est en ça que ça m'a beaucoup fait penser à Michael Mann, qui a toujours des personnages comme ça de professionnels accomplis qui vraiment font ce qu'ils font de mieux, de vraiment de s'accomplir dans l'action et dans le professionnalisme, et finalement vont être aspirés par le vide. Et c'est un truc qui est très prégnant chez Michael Mann et qui va s'incarner dans les personnages qui vont regarder la mer souvent, qui est une scène qui revient souvent, où ils vont vraiment vouloir être aspirés par une sorte de néant. Et que t'as complètement... Et chez Sautet, il y a vraiment ça. Et c'est une sorte de veine très très noire de Sautet qui court de Max et les Ferrailleurs à Quelques jours avec moi, et donc avec Auteuil déjà, et puis Un cœur en hiver, où c'est des gens pareil qui sont des contrôle fric total, qui vont se mettre dans une sorte de métier, ou dans le cas de Quelques jours avec moi, dans une sorte de conspiration, où ils vont faire qu'ils vont et leur personnalité propre, ce qui va faire leur humanité, va complètement disparaître, et c'est finalement ce qu'ils recherchent, de n'exister que par une sorte d'action. Et c'est-à-dire, pour Daniel Auteuil dans Un cœur en hiver, son métier propre, luthier, et cette sorte de manipulation, machination qu'il va faire envers Emmanuel Béard, qui va être complètement démotivé par motivé par aucune émotion. Non. Ça va être juste une sorte d'action. Il est capable de le faire. C'est juste que ça va l'amener un peu plus loin dans une sorte de disparition totale d'humanité, dans ce qu'elle a, d'humanité au sens d'émotion ou je sais pas quoi. Mais l'autre chose, moi, qui est laquelle je rapprochais du coup beaucoup, donc du coup le Stéphane de Un cœur en hiver, Daniel Auteuil, et le personnage de Max aussi de Max et les Ferrailleurs, c'est des personnages que moi j'ai rapproché énormément aussi des films des frères Cohen, en fait, à savoir des personnages qui sont eux-mêmes à la base des problèmes ils créent eux-mêmes en fait toute l'histoire et tous les problèmes qui vont les perdre. J'ai l'impression, quand je vois Max et quand je vois aussi Stéphane dans Un cœur en hiver, de voir peut-être pas The Big Lebowski parce que du coup t'as le côté burlesque, mais en tout cas le même genre de personnages qui vont eux-mêmes du coup vraiment créer des machinations, la machination dans laquelle ils vont être entraînés, mais du coup longtemps avant les frères Cohen de voir ça, j'ai vraiment, et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans son cinéma, des personnages qui sont eux-mêmes responsables de toute façon, et ils peuvent pas, ils cherchent beaucoup quelqu'un d'autre sur qui mettre la responsabilité de soit de leur malheur, soit de leurs problèmes ou de n'importe quoi, mais au final c'est eux-mêmes qui sont responsables. C'est le cas aussi de Vincent, dans Vincent, François Paul et les autres, c'est le cas de plein d'autres personnages, c'est eux-mêmes qui sont responsables. Et dans le cas, encore une fois, d'Un cœur en hiver, pour moi c'est pour ça aussi que c'est son film le plus radical. C'est-à-dire que là il a vraiment éliminé tout ce qui pouvait faire entrave, tout ce qui pouvait te faire croire que c'était quelqu'un d'autre qui était responsable. Non, le seul responsable, c'est vraiment lui. C'est lui qui décide de tout. Dans Max et les Ferrailleurs, on a des explications sur son passif, sur son obsession. Max, c'est quelqu'un qui veut le flagrant délit, qui a été un juge, qui a raté une affaire, qui a vu quelqu'un sortir, du coup qui a été dégoûté de la justice et qui veut le flagrant délit pour pouvoir mettre de la justice. Dans le cas d'Un cœur en hiver, on a affaire à un personnage, on a aucune explication psychologique, et il en parle encore une fois très très bien dans le livre du coup Sauté par Sautet de ça, c'est-à-dire que il n'avait aucune envie, justement, et c'est ça qui l'a motivé, de donner des explications sur les motivations du personnage, parce que de toute façon, quand tu le recherches, ou quand tu l'écris, tu pourras toujours retrouver dans l'inconscient, dans l'histoire familiale, dans la petite enfance, des explications pour tout et n'importe quoi dans un personnage. Ce qui le fascinait, justement, c'était d'être entraîné par un vrai mystère, c'est-à-dire, ce personnage, fait ça. Il peut avoir plein d'explications pour le faire. On s'en fout. Ce qui est fascinant, c'est de voir qu'il le fait, en fait. Qu'il le fait et qu'il a une influence sur beaucoup de personnages. Et il a une vraie force. Ce personnage vraiment d'influence. Et l'influence, elle a lieu évidemment sur les autres personnages, mais surtout sur le spectateur. Et c'est pour ça que le film
Et alors qu'il peut paraître justement très froid. Moi, quand j'y pense à ce film, j'ai l'impression d'avoir des images uniquement fixes, par exemple. C'est ça qui me fascine aussi avec sa mise en scène. J'ai l'impression qu'il y a toujours une caméra posée, que c'est quasiment que des champs contre champs. Sauf que quand je revois des extraits du film, je me rends bien compte que comme dans tous ces films, il a une caméra qui est beaucoup en mouvement, qui suit beaucoup les personnages, avec des plans séquences que tu ne remarques pas. C'est des plans séquences qui sont courts, qui font 2 minutes, 3 minutes, et tu ne remarques pas que ce sont des plans séquences. Ouais. Sa mise en scène est complètement en accord avec le personnage et avec ce que vit le personnage, avec l'histoire que ça raconte. Tu ne te rends jamais compte que tu as affaire à un plan séquence, que tu as affaire. Pourquoi ? Parce que ça vraiment c'est en accord total. Ça va avec le rythme du film, ça va avec plein de choses. Tu ne te rends jamais compte que c'est un plan séquence. Jamais que la technique prenne le dessus. De toute façon, jamais. Et dans ces derniers films, il arrive vraiment à le faire. Dans d'autres films comme Vincent, François, comme dans Les Choses de la Vie, tu t'en rends compte de la maestra en fait. Tu te rends compte qu'il y a des travelling qui font 100 mètres, qui sont très impressionnants. On parlait des Choses de la Vie lors de la première émission, mais voilà, où tu as une sorte de formalisme affiché et extrêmement virtuose, et que quand tu regardes, tu essayes de regarder attentivement les films de Sautet, c'est hallucinant de voir à quel point la maîtrise de la chose. C'est dingue. Et il faut parler aussi du coup des director's cut qu'il a fait, donc jamais affiché comme ça, jamais vous achèterez un DVD de Sautet director's cut comme un director's cut de Ridley Scott par exemple, mais c'est quelqu'un qui n'a eu de cesse de remodifier ses films. Alors il y a eu une sorte de campagne faite au moment où tout le catalogue avait été dans le giron de Studio Canal, où voilà, il y a eu des director's cut, mais il faut savoir que c'est des director's cut qui enlevaient, donc en général les director's cut rajoutent, là ça enlevait, et des fois ça enlevait mais genre 10 secondes ou 1 seconde, 2 secondes, enfin des trucs extrêmement ténus, parce que c'était le rythme qu'il lui fallait, et c'était d'une précision extrême. Il y a des fois des coupes un peu plus franches, genre dans Garçon 10 minutes qui s'ouvrent de façon complètement différente dans la version qu'on peut avoir désormais, mais souvent c'est des coupes qui sont infinitésimales, quoi. Enfin, vraiment, il y a quelque chose qu'on ne peut pas ressentir. Il va falloir qu'on se quitte, malheureusement. Alors, il faut savoir que tous les films de Claude Sautet sont disponibles en DVD. On rappelle du coup qu'il faut absolument, si vous avez l'occasion, lire le livre Sautet par Sautet, sorti chez La Martinière par du coup Ntebin et Dominique Rabourdin. Que le documentaire Claude Sautet, La magie invisible, est disponible lui aussi très facilement, ainsi que le livre d'entretien de Michel Bouju avec Claude Sautet. Vite fait, les films ressortent en Blu-ray actuellement, et c'est assez intéressant parce que c'est bourré en général de bonus hyper passionnants, où les langues se délient un petit peu depuis la mort de la veuve de Sautet, qui devait être quelqu'un d'extraordinaire, mais dû qu'elle était encore vivante, les collaborateurs ne se lâchaient pas complètement sur le côté hyper autobiographique de sa carrière. Tous ces films parlent de lui, de putes et d'amantes et de triangles amoureux, et les documentaires sont toujours géniaux. Voilà, donc il faut revoir tous ces films. Vous pouvez réécouter les 2 émissions évidemment sur le site de Canal B en podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Antoine d'avoir participé à cette émission. Et puis on va écouter un dernier extrait avant de se quitter, un extrait d'Un mauvais fils, l'un des meilleurs. Enfin, moi c'est un film que j'adore, c'est un de mes préférés de Claude Sautet, avec Patrick Devers, avec Yves Robert. Alors on va écouter du coup un de ces extraits qui est merveilleux. Et puis nous on se revoit très bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis bah voilà. C'est fini. Bah, c'est tout, hein. Désolé. Des bisous. N'a qu'à vous jeter, ça ira plus vite. Mais vous parlez pas comme ça. Hein. Ça fait 5 ans que je ne l'avais pas touché. Je marche plus au truc, ça m'a rien fait. C'est pas... Et puis, vous connaissez pas ma vie. J'avais besoin d'en sortir, au moins une fois. Et elle? En sortir. Mais il n'y a pas de sortie, à part la fenêtre. Sortir d'où? De quoi? De soi, des autres, de la solitude, de la peur. On sort, on va faire un tour, ouf.
Elle est sortie. Pour aller où? Voilà. Il est 9h du matin. J'ai 63 ans. Je me regarde, j'ai froid, je suis homosexuel et je suis couvert de dettes. Je ne sais plus comment payer ma vie. La librairie, Carlos, Catherine, alors